Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, au Sénégal, le PASTEF, grand vainqueur des élections législatives du 17 novembre. Le parti au pouvoir a en effet remporté 130 des 165 sièges disponibles à l'Assemblée nationale. Régulation des filières coton et anarcade en Côte d'Ivoire. L'exportation de ces deux produits agricoles sera désormais soumise à une autorisation. Objectif, favoriser leur transformation locale. Et puis, célébrer, soutenir et accompagner la jeunesse africaine, c'est l'objectif des Awards de la jeunesse, dont la première édition se tiendra le 29 novembre prochain à Dakar, au Sénégal. Pour en parler, nous recevons dans cette édition sa fondatrice, Diarra Ndiaye. Au Sénégal, c'est une victoire écrasante aux législatives que signe le parti au pouvoir. Le PASTEF, mené par Ousmane Sonko, a en effet remporté 130 sièges sur les 165 qui composent le Parlement. En deuxième position, on retrouve la coalition d'opposition Takoualou, menée par l'ancien président Macky Sall, avec 16 sièges seulement. Vient en troisième position l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui obtient 7 sièges et un département. Avec cette victoire, le parti au pouvoir dispose désormais des moyens institutionnels nécessaires pour mettre en œuvre son programme de rupture qui a été plébiscité lors des présidentielles il y a 8 mois. Au Mali, Choguel Maïga n'est plus Premier ministre. Ses critiques ouvertes à l'encontre du gouvernement de transition lui ont vraisemblablement coûté sa place. Démis de ses fonctions ce jeudi 21 novembre, il a été remplacé par le général de division Abdoulaye Maïga. Un nouveau gouvernement de 28 membres a été formé par le Premier ministre fraîchement nommé par le président de la transition Assimi Goïta. Le point sur la situation avec Marie-Roger Kouao. C'est un changement majeur dans le gouvernement qui s'est opéré le jeudi 21 novembre 2024. Le général de division Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre par le président de transition Assimi Goïta. Ce choix intervient après le limogeage de Choguel Kokala Maïga et la dissolution de son gouvernement, après ses critiques ouvertes envers le gouvernement de transition au pouvoir. Vu le décret numéro 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre, après consultation du Premier ministre, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga, pilier du régime militaire, est une figure de confiance d'Assimi Goïta. Ce n'est pas sa première expérience à ce poste. En 2022, il avait déjà assuré l'intérim lors de l'hospitalisation de Choguel Maïga. Mais depuis, il passait déjà pour le Premier ministre de facto, reléguant son prédécesseur à des fonctions de représentation. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la transition malienne, alors que le climat politique reste tendu. Reconnaissons-le qu'avec le limogeage de Choguel Maïga, qui, il faut le rappeler, est un civil, l'armée reprend la main sur l'exécutif en nommant Abdoulaye Maïga, qui est avant tout un militaire. Lui, contrairement aux civils, se conformera aux ordres du président et il n'aura pas de prétention à demander la fin de la transition. Sa radicalité vis-à-vis de l'Occident permet au pouvoir malien de durcir son bras de fer avec la France en particulier. Choguel Kokala Maïga, limogé mercredi 20 novembre, avait récemment critiqué la gestion de la transition lors d'un meeting commémorant la reprise de Kidal. La nomination d'Abdoulaye Maïga, considéré comme un homme fort du régime, vient renforcer l'influence des militaires dans la conduite de la transition. Direction la Côte d'Ivoire à présent, où le gouvernement a décidé de renforcer le contrôle sur l'exportation des produits du coton et de l'anacarde. Décision prise ce mercredi 20 novembre lors du Conseil des ministres. L'obtention d'une autorisation est désormais requise pour pouvoir exporter ces produits agricoles. En limitant ainsi les exportations de matières premières, les autorités ivoiriennes espèrent encourager le développement d'industries de transformation locale afin de créer de la valeur ajoutée et des emplois. Les détails dans ce sujet de Pauline Minka.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté mercredi 20 novembre 2024 en Conseil des ministres plusieurs décrets visant à renforcer la régulation et l'organisation des filières coton et anacarde. Il s'agit pour le premier décret de l'instauration d'un droit unique de sortie de 5% sur la noix de cajou brute. La seconde disposition réglementaire organise la démarche d'obtention de l'autorisation d'exportation des produits du coton et d'anacarde. Ce décret vient de plus belle manière pour pouvoir professionnaliser ces filières-là et toute la chaîne de valeur, pour essayer de voir comment créer plus de valeur ajoutée par rapport à ces différentes chaînes de valeur. Plus globalement, ces différentes mesures s'inscrivent dans un contexte où le pays d'Afrique de l'Ouest envisage accroître sa production de coton et d'anacarde, ainsi que l'activité de transformation de ces deux matières premières. Le pays a récolté 347 922 tonnes de coton-graine au terme de la campagne cotonnière 2023-2024, soit une hausse de 47% d'une année sur l'autre. Ceci dit, les autorisations d'exportation peuvent être vues comme une manière de restreindre les exportations, auquel cas ça va permettre d'avoir la disponibilité en matière de matières premières pour pouvoir transformer et créer plus de valeur ajoutée. Le coton et la noix de cajou font partie des principaux produits agricoles exportés en Côte d'Ivoire. Le secteur de l'anacarde réalise un chiffre d'affaires de plus de 600 milliards de francs CFA par an, selon un média local. La régulation de la production ainsi que la commercialisation interne de ces matières premières enregistreront des changements sur le plan réglementaire. La jeunesse africaine sera à l'honneur le 29 novembre prochain à Dakar dans le cadre de la première édition des Awards de la jeunesse africaine. Pour en parler, nous recevons sa fondatrice, la journaliste Diarra Ndiaye. Bonjour Diarra. Bonjour Corinne. Et merci d'être parmi nous. Un plaisir. Alors Diarra, qu'est-ce qui vous a poussé à créer les AJA? Les Awards de la jeunesse africaine, Corinne, d'abord c'est un projet commun. C'est un projet également panafricain qui a pour objectif de donner de la visibilité à toute cette jeunesse qui regorge de talent, une jeunesse qui impacte et qui est engagée pour l'avenir de son continent, mais qui malheureusement ne bénéficie pas assez de soutien et pas assez de main tendue qui pourrait faire émerger des projets formidables à travers le continent. Alors des awards du type existent déjà sur le continent. Qu'est-ce qui différencie les awards de la jeunesse africaine des autres? Les Awards de la jeunesse africaine, c'est un projet d'abord inédit, dans le sens où primer les jeunes, uniquement les jeunes, c'est une innovation. Au-delà de cela, et c'est ce qui est le plus important, c'est l'accompagnement sur mesure qui sera proposé à nos 5 lauréats le 29 novembre prochain à Dakar. On a mis un partenariat avec des sponsors qui nous accompagnent techniquement pour un accompagnement sur mesure de ces jeunes, dans le sens où on a des partenaires banquiers qui vont pouvoir permettre à ces jeunes de lever des fonds quand il s'agit de lever des fonds. Comment est-ce que ça se finance? C'est un mécénat de compétences qui a été mis en place à travers les Awards de la jeunesse africaine, parce qu'on a besoin d'expertise, on a besoin de coachs, on a besoin de mentors. Nous avons également besoin de ce réseautage et de créer des synergies pour qu'un jeune porteur de projet, qu'il soit dans l'entrepreneuriat mais également dans la société civile, qu'il puisse le porter à une échelle supérieure, et c'est une excellente valeur ajoutée parce qu'on a toujours besoin d'un petit coup de pouce, Corinne. Alors comment est-ce que ça se décline? Quels sont les secteurs concernés? Nous avons 5 catégories, l'entrepreneuriat bien évidemment, mais il y a également 4 autres prix, sport et culture, éducation et citoyenneté, environnement et santé, et le plus important quand même, qui est très tendance, c'est l'IA et les nouvelles technologies. L'idée, c'est de mettre en avant des thématiques phares pour le continent, parce que nous voulons impacter, nous voulons innover, et nous voulons participer à ce narratif africain positif, qui montre qu'effectivement, il y a des potentialités extrêmes pour notre continent, et ce sont aux jeunes de porter ce flambeau. Alors, quels sont les critères de sélection? D'abord, l'innovation. Je pense qu'il est extrêmement important de montrer des projets qui innovent et qui impactent également. L'impact fait partie de ces critères-là. Et puis, il y a également le critère de l'âge aussi, il faut le dire. On est tous un peu jeunes dans notre tête, mais il y a quand même une génération qui arrive derrière nous et qui porte véritablement des initiatives qui pourraient faire vraiment bouger le continent. Et on a envie de les accompagner. Et nous avons également envie de créer cette plateforme qui sera panafricaine. Cette année, la première édition est à Dakar, mais dès l'an prochain, nous allons sillonner différentes capitales africaines, parce que
montrer aussi ce panafricanisme, c'est aussi montrer que le continent est uni. Et je pense qu'on a besoin de parler d'une seule voix quand il s'agit de l'Afrique. Et du coup, à long terme, quelles sont les perspectives pour les awards de la jeunesse africaine? Créer une cohorte, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, la première édition a lieu à Dakar. Dès l'an prochain, nous allons accompagner les 5 premiers lauréats durant 1 an, que ce soit en compétences en audit, en finance, en RH, en communication, également en presse. Tout un arsenal va être mis en place autour de ces jeunes. Ils vont créer la première édition des AJA. Cette première édition des AJA va donner naissance à d'autres au fur et à mesure du temps. Et nous l'espérons voir grandir une belle plateforme qui innove et qui célèbre l'excellence. C'est important de le dire. Il y a des choses qui se passent à travers le monde, mais il y a également de beaux profils qu'il faut mettre aux yeux du monde entier. Et c'est un peu l'ambition de ce projet, Corinne. Merci beaucoup, Diarra. Un plaisir. Et nous vous attendons tous au sein du Musée des civilisations noires à Dakar, aux côtés de nos parrains et marraines, Fatma Samoura et Stanislas Zézé, ainsi qu'un parterre d'invités qui feront le déplacement. Nous n'y manquerons pas. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste, présentatrice de 8 milliards de voisins sur RFI et fondatrice des Awards de la jeunesse africaine, dont la première édition se tiendra donc le 29 novembre prochain au Musée des civilisations noires à Dakar, au Sénégal. Merci Corinne. L'actualité sportive à présent, la liste des 24 équipes qui prendront part à la 35e édition de la CAN qui se jouera au Maroc est désormais complète. Démarrée le mercredi 20 mars 2024, les éliminatoires de la CAN ont pris fin ce mardi 19 novembre. Récapitulatif dans ce sujet de Nana Kamsukom. Fin du suspense avec la conclusion des éliminatoires de la CAN 2025, mardi 19 novembre 2024. L'ensemble des qualifiés pour la CAN 2025 sont maintenant connus. La Tanzanie, le Botswana et le Mozambique ont décroché les derniers tickets qualificatifs. Pays organisateur, le Maroc avec 6 matchs, 6 victoires et 26 buts inscrits contre 2 encaissés. Les Lions de l'Atlas ont survolé les éliminatoires de bout en bout. Parmi les autres nations qualifiées, on trouve les anciens champions du Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, tenantes du titre, qui ont tous fait preuve de solides performances lors des éliminatoires. We believe in Africa. And we will help. Je suis fier lorsque je voyage sur le continent et que les présidents me disent que j'y ai contribué. Je vous donne rendez-vous au Maroc. D'autres équipes emblématiques comme le Nigeria, la Tunisie et l'Afrique du Sud ont également obtenu leur place, ce qui garantit la présence de certaines des nations footballistiques les plus renommées d'Afrique. Les éliminatoires ont également marqué le retour de nations comme la RD Congo, l'Angola, le Gabon et le Botswana sur les starting blocks de la plus prestigieuse des compétitions de football sur le continent africain. Le Soudan et le Bénin ont également gagné leur place lors de la dernière journée de qualification. La Zambie, le Mali, le Zimbabwe et les Comores complètent cette liste équilibrée de prétendants réguliers et de forces émergentes. We know how proud Morocco made the people of Morocco, but nous savons à quel point le peuple marocain nous a rendus fiers, ainsi que les Africains lors de la Coupe du Monde au Qatar. Je suis persuadé que toutes les nations qualifiées donneront le meilleur d'elles-mêmes au Maroc, car ce pays a toujours su tirer son épingle du jeu. today is the futsal. I'm very proud that there's a lot of good work, and I want to thank him for hosting. Une absence marquante se distingue cependant. Le Ghana, quadruple champion d'Afrique, ne participera pas à cette édition. Accrochés par l'Angola et le Soudan lors des éliminatoires, les Black Stars manqueront le tournoi pour la première fois depuis 2 décennies. Après l'édition de 1998, le Maroc accueille pour la 2e fois la CAN du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La date du tirage au sort pour la phase de groupe, quant à elle, n'est pas encore connue. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.